Bonsoir à tous et à toutes, visages amis et ceux que je découvre. Roukat Balak, deux parachiotes associés, beaucoup de sujets que ces deux parachiotes nous proposent. J'en ai relevé quelques-uns. Tout d'abord, Roukat fait suite à la paracha de Korach. Ce n'est pas sans importance de le rappeler parce que Korach, c'est une histoire de révolte contre Moshe et Aaron. Roukat, c'est l'épisode de la vache rousse en entrée de la paracha. Existe-t-il un lien entre l'épisode de Korach et l'enseignement des lois de la vache rousse? Peut-être. Je dis peut-être parce que nous savons que Ein Mukdam Ve'ein Meuchar, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a pas une chronologie rigoureuse, et tout particulièrement dans le livre de Bamidbar. C'est une manière de dire qu'il n'est pas prouvé que l'épisode de Korach s'est passé juste avant que ne soient enseignées les lois de la vache rousse. Mais néanmoins, si l'ordonnancement des textes place la vache rousse juste après la paracha de Korach, c'est qu'il y a une raison. Cette raison, elle peut être intellectuelle plus qu'historique. Intellectuelle voulant dire qu'il existe un lien entre ce que l'on peut comprendre de la révolte de Korach et de l'autre, la nécessité d'apprendre quelque chose de l'enseignement que le texte délivre par les lois de la vache rousse. Je m'explique. Korach, c'est l'histoire d'un homme, de ses associés, d'un clan qui prône l'immédiate efficacité. Nous savons que l'épisode de Korach survient juste après l'épisode des explorateurs et qu'au terme de l'épisode des explorateurs, le peuple a été lourdement puni. Ils sont à la fois découragés par l'annonce qui a été faite par les 10 explorateurs. Ils sont non seulement découragés, mais ils sont punis. C'est beaucoup. Et leur confiance en Moïse, Moshe Rabbeinu, recommence à décliner, à savoir, ils ont l'impression que le temps dans le désert sera très long, que la conquête sera soit très douloureuse, voire même impossible, et de ce fait, ils vont... Pardon, je voudrais remettre des cases, parce que je n'aime pas enseigner devant un miroir, c'était devant moi-même. Je voudrais enlever le miroir et ne garder que les... Excusez-moi un instant. Voilà. Et ils vont être découragés. Ce découragement peut conduire à certaines tentations, ou pour le dire plus simplement, à certaines faiblesses. Une communauté humaine qui est découragée est tentée de suivre des personnes ou des groupes qui proposent des solutions de facilité. Et la facilité, c'est toujours un encouragement à ne pas penser, à ne pas assumer, à se laisser prendre par la main pour des fins ou à des fins que justifient de tristes moyens. En substance, face à la menace des géants qui suscite beaucoup de découragement, Korach propose
tout à fait autre chose. Korach, comme l'enseigne le Midrash, est un homme riche qui manifestement n'est pas sorti d'Égypte sans avoir récupéré pas mal de richesses des Égyptiens, et particulièrement à la suite du miracle de la mer Rouge, puisqu'on sait que les biens des Égyptiens étaient repoussés vers la rive. Israël en avait profité, mais de manière mesurée. Korach, manifestement, avait récupéré beaucoup d'or, puisque des mules devaient porter ces richesses. Lorsqu'on a beaucoup d'argent, et c'est ce qu'enseigne le Midrash, on peut engager des mercenaires, des gens qui, pour l'argent, sont prêts à tout, et notamment à conquérir Israël par la force. Et ce groupe d'hommes armés qui pouvaient, à l'occasion, accompagner Korach dans la conquête de la terre, c'est un gage de possible réussite de la conquête du pays sans peur et surtout sans engager la vie des Béné Israël. Autrement dit, le travail serait de conquête, la guerre serait menée par d'autres. Il n'y aurait peu ou pas de victimes dans le peuple d'Israël, au sein du peuple d'Israël. Et puis, nous l'avons dit, des mercenaires se combattent avec d'autant plus de motivation qu'ils sont bien payés. Ça, c'est une chose. Et de fait, ce que propose Korach à Israël, c'est une solution d'immédiate efficacité. Ce que Moïse et Aaron proposent à Israël, c'est de bien se comporter, d'être irréprochable sur le plan moral, et à ce moment-là, l'aide divine fera le reste. Le seul problème, c'est que nul ne peut à l'avance dire je serai à coup sûr irréprochable moralement. Nous savons les doutes qui nous envahissent dans ces moments, et donc la réussite de la conquête n'est pas nécessairement présente à la fin de l'histoire. Pourquoi est-ce que le Midrash insiste sur ce thème de l'immédiate efficacité qui ressort de la proposition de Korach? Nous savons ce qui s'est passé ensuite. C'est parce qu'en fait, dès le début de la paracha suivante, il est question d'un chok. Et je dirais d'un chok par excellence, puisque nous savons que dès lors que nous parlons des chukim, le premier chok qui nous vient à l'esprit, c'est celui de la vache rousse. Je rappelle, pour la forme sans doute, ce que l'on entend par chok. Un chok, bien sûr, c'est un décret divin. Et décret divin qui ne permet pas nécessairement, qui ne permet pas de comprendre sa nécessité. Quand vous donnez de la tzedaka à un pauvre, et vous savez que cet argent peut lui permettre d'acheter une miche de pain, peut lui permettre de faire Shabbat, vous savez qu'en donnant, vous répondez au principe de nécessité chez celui qui bénéficie de ce don. Autrement dit, il y a une cause, et à cette cause, on répond par un acte qui permet de résorber, c'est-à-dire qui permet de produire un résultat, j'oserais dire, un don qui a quelque efficacité. Maintenant, il y a des actes qui n'ont aucune efficacité. Quand vous mangez cachère ou bien vous ne mangez pas cachère, qui peut dire que manger cachère favorise une efficacité, soit dans le comportement, soit dans les rapports sociaux, soit dans l'unité du groupe ou de la communauté, etc. À quoi ça sert de manger cachère? Alors, la question n'est pas d'étudier le à quoi sert de manger cachère, ce n'est pas l'objet maintenant, mais simplement de se rappeler que si les chukim ne répondent à aucun principe de nécessité, n'épousent pas une cause préalable, cela ne veut pas dire qu'ils ne signifient rien. Mais
il faut expliquer les mots que l'on emploie. Un roc fait sens, mais un sens qui peut nous être inaccessible. Je donne un exemple. Il y a parmi vous des gens qui sont des enseignants. Alors évidemment, quand vous enseignez des sciences exactes, si vous apprenez à un enfant que 2 et 2 font 4, si l'enfant ne retient que 2 et 2 font 3 ou 5, il y a lieu de s'interroger et de corriger tout de suite. Vous savez ce que l'autre a entendu et vous mesurez l'erreur. Par contre, quand vous enseignez des sciences humaines, au-delà des faits, il y a du sens. Et quand vous transmettez du sens, vous ne savez pas ce que votre auditoire retient de vos propos. Tous les enseignants qui ont pour vocation de donner du sens à un texte, à un épisode historique, à des lois, à des comportements, savent une chose, en tous les cas les plus mûrs d'entre eux. Ils savent que ce que l'auditeur entend, ce qu'il reçoit intellectuellement, n'est pas nécessairement ce que l'enseignant pensait transmettre en tant que chose importante. Il nous est souvent arrivé d'être surpris de ce que l'auditoire a entendu ou compris de ce que l'on avait dit. Et parfois, dans un auditoire, si vous avez 100 personnes, eh bien, les gens peuvent se diviser en de multiples sous-groupes où les uns ont entendu cela, ont compris telle chose, les autres en ont retenu telle autre. Vous n'êtes pas maître de la transmission. Ce qui peut nous permettre de conclure là-dessus que l'objet de la transmission n'appartient pas à celui qui transmet, mais à celui qui reçoit. Et lorsque vous prenez conscience que vous n'êtes pas maître de toute la transmission, je ne parle pas des raisonnements de rigueur, je ne parle pas de détournement de faits ou de dévoiement des faits. Je parle maintenant du travail du sens. Ce qui fait sens pour un enseignant ne fait pas nécessairement sens pour celui qui reçoit cet enseignement. Vous le savez très bien, lorsque vous avez des enfants, ce n'est pas par la transmission du sens que la tradition se transmet. Elle se transmet par la capacité, d'abord par une pratique commune qui fait que l'on forme un groupe, une famille, et comme l'enseignait excellemment Claude Rivlin, une tribu. Vous composez une tribu, et c'est très important, une tribu, pour de multiples raisons, de confiance, d'être rassuré, de participer d'une même histoire, etc., puisqu'on fait des choses ensemble de la même façon en vue de quelque chose. Mais le en vue, ce pourquoi on le fait, peut varier d'une personne à l'autre. Autrement dit, quand vous enseignez à vos enfants, ce qui va être retenu, c'est le vivre ensemble, le groupe, la tribu, la famille, le peuple, parce que c'est partagé, et parce que c'est identique, et parce que c'est réconfortant, et pour d'autres raisons encore, et puis non pas le sens, mais la possibilité pour l'enfant de trouver à son tour ce qui fait sens dans l'objet de la transmission. L'enseignant, en général, répond à des questions qu'il se pose. Un enseignant est motivé, et tout particulièrement dans les sciences humaines, lorsqu'il s'est véritablement interrogé, posé des questions, et qu'il est inquiet, et qu'il recherche des réponses à ses propres questions. C'est dans cette configuration qu'il est non seulement particulièrement motivé, mais particulièrement motivant. Et de fait, celui qui écoute n'est pas nécessairement soucieux des mêmes choses, il n'est pas nécessairement préoccupé par les mêmes questions. Si vous enseignez du sens à vos enfants, en disant ce sens est très important, vous vous gratifiez vous-même parce que vous imaginez que votre auditoire ou vos enfants se posent les mêmes questions que vous, ce qui n'est pas nécessairement le cas. S'ils vous écoutent, c'est parce qu'il semble que vous êtes habité par des préoccupations importantes, que ça leur donne les moyens, les clés pour accéder à leurs propres préoccupations et trouver peut-être dans votre parole des éléments de réponse
à leurs préoccupations. Autrement dit, il faut permettre à son auditoire, comme aux enfants, d'accéder aux livres. Et les livres d'une bibliothèque juive, je ne dis pas ils sont infinis, ils sont tellement nombreux que l'enfant ou l'étudiant auquel vous vous adressez trouvera dans toutes sortes de livres, qui ne seront pas nécessairement les mêmes que les vôtres, le parent ou l'enseignant, de quoi répondre à ses propres préoccupations. Donc, la transmission passe par l'apprentissage de clés, c'est-à-dire savoir lire, savoir traduire, comprendre les raisonnements, permettre à l'enfant ou à l'étudiant d'avoir accès aux livres et à la méthode de ces livres. Et ensuite, ce qui importe, c'est qu'il trouve du sens dans ces livres qui lui conviennent à lui ou à elle, même si ce sens, pour vous, apparaît soit comme étranger, soit comme relativement distant de vos propres préoccupations. Mais il continuera à pratiquer et il continuera à étudier. Car, je dirais, là où les risques sont importants, c'est s'imaginer que l'on est convaincant parce que dépositaire de sens et que ce sens va convaincre ceux auxquels on s'adresse. Mais si les gens ne sont pas convaincus parce que pas préoccupés par les mêmes choses, alors il y a très vite une déperdition, puis une absence, un éloignement d'abord, puis une absence d'intérêt à continuer, à penser, à étudier et à vivre ensemble. Ça, ce sont les Roukim. Les Roukim, on fait des actes. On les fait tous de la même façon, je dirais, dans certaines circonstances qui sont bien définies dans la Torah. Maintenant, le sens de la chose peut échapper à celui qui transmet, c'est-à-dire à celui qui l'accomplit. Il est très possible que tous les efforts que nous accomplissons pour transmettre des choses à nos enfants peuvent apparaître comme, je dirais, en un premier temps, comme, je dirais, non pas reçus par nos enfants ou par nos étudiants, mais pas reçus tel qu'on imaginait qu'ils le recevraient. Ceci étant, ce qu'on a transmis peut être finalement véritablement pris en compte une, deux ou trois générations plus tard, dans des lieux que nous ne connaissons pas, sous une forme et dans une langue que nous ignorons. Nous n'aurons pas vu l'immédiat résultat, mais de génération en génération, certains éléments de ce que nous avons transmis sont pris en compte, ils sont enrichis par l'apport de chacune des générations ou de chacun des groupes ou de chacune des personnes, et de ce fait, même si nous ne sommes pas témoins, et surtout si nous ne sommes pas témoins de ce que notre transmission, ce que nos actes auront produit, ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas. Et alors, évidemment, nous sommes à l'opposé de ce que nous avons évoqué au début de mon propos, à savoir, par exemple, lorsque je parlais de la tzedaka, ça répond à un principe de nécessité. Ça épouse une cause qui préexiste. Ça, ce sont des mishpatim, par opposition aux rukim, qui ne répondent à aucune nécessité, qui n'épousent pas une cause au préalable, mais qui produisent des effets dont nous ignorons la forme, le lieu ou le temps de leur présence, mais qui, à l'échelle de la grande histoire, participent d'un enrichissement peut-être plus exemplaire encore que la réponse à des causes ou à des nécessités, parce que précisément, nous ne sommes pas les sujets témoins de la chose, et de ce fait, ça laisse à l'objet de la transmission une plus grande liberté d'enrichir et de s'enrichir. Je voudrais
ouvrir une très courte parenthèse. Dans une première partie de ma vie, les Choukim, je les observais par fidélité à une tradition qui m'avait été inculquée ou par peur de transgresser des règles, ce que l'on appelle la hiérat, la crainte de transgresser. Ceci étant, avec le temps et en étudiant les commentaires de grands maîtres, je me suis rendu compte combien les Choukim sont importants dans ce que d'aucuns appellent la modernité ou la post-modernité. Lorsque l'on vit dans une civilisation qui est nourrie par la technique, c'est-à-dire où pour réussir, il faut être efficace, les plus rapides, ceux qui produisent les premiers, les plus vite, ceux-là ont toutes les chances de se faire une place au soleil. Vous avez des gens qui sont très intelligents, qui ont une intelligence créatrice, mais il leur faut beaucoup plus de temps pour mettre en place leur construction de pensée. Et pour que ce qu'ils produisent, plutôt pour que les résultats soient apparents. C'est un peu ce à quoi me font penser les mishpatim et les choukim. Les choukim, c'est du long terme. Mais dans une civilisation qui tente à privilégier l'immédiateté ou l'immédiate efficacité, je trouve que les choukim sont non seulement d'un sérieux apport, mais un encouragement à penser pour le long terme. C'est un encouragement à accepter l'idée de la lenteur, l'idée que tout n'est pas pour tout de suite, mais que pour autant, ce n'est pas sans importance. Et si HaKadosh Baruch Hu a donné et les mishpatim et les chukim, c'est précisément pour couvrir deux champs complètement différents. Je les ai définis, je n'y reviens pas. Et après l'épisode de Korach, il était sans doute indispensable de délivrer, de mettre l'accent, je dirais, de mettre l'éclairage sur le principe du roc et celui de la vache rousse touche à la question de la mort. Nous le savons, ce sont les premiers enseignements de ce chapitre 20 dans la parashat Roukat du livre de Bamidbar, qui nous l'enseigne comme s'il fallait, par cet acte, réhabiliter le principe de vie là où l'on touche ce qui est mort, ou lorsqu'on est habité par ce qui est mort. De fait, redonner de la vie là où on a l'impression que les choses que l'on fait ne servent à rien, les choses que l'on fait mais qui ne produisent pas tout de suite des résultats ne serviraient à rien, alors on peut comprendre ce lien qui existe entre les conditions dans lesquelles la vache rousse, la loi de la vache rousse est mise en œuvre et le principe de trop immédiate efficacité auquel principe était tant attaché Korach et son groupe. Marc, je suis à combien de minutes ? Tu es à après 20 minutes, tu as encore un peu de temps. Entendu. Alors, un deuxième enseignement plus rapide et peut-être plus facile à présenter. Dans cette même paracha de Roukat, nous apprenons la mort de Myriam. La mort de Myriam qui précède dans le texte le deuxième épisode des eaux de Mériba, les eaux de la querelle. Puisque Meriba apparaît deux fois dans le Chumash. Dans la Torah, il en est d'abord question dans la parashat Beshalach, donc après la sortie d'Égypte, ce n'est pas la première étape, ça se trouve dans le sud-ouest de la péninsule du Sinaï, disons au nord-ouest, puisque l'étape suivante est Refidim, au nord-ouest du Har Sinaï. Donc,
nous sommes dans la descente de la péninsule du Sinaï. Ensuite, il y aura une remontée, puis des retours en arrière, puis de la remontée, tout ça nous le savons. Mais le premier épisode se situe peu après la sortie d'Égypte. On ne peut pas imaginer que le deuxième épisode, qui porte le même nom, est ramené, ou plutôt se soit déroulé au même endroit, parce qu'il porte le même nom que la première fois. C'est absolument impossible, parce que le parcours qui est dessiné dans le texte biblique nous les montre proches du territoire d'Édom, et le territoire d'Édom n'est pas loin de ce qui est aujourd'hui la frontière entre, à l'est, la frontière entre le Sinaï de l'Égypte et Médinat Israël. Et c'est là qu'ils vont contourner par l'ouest pour passer au-dessus du territoire d'Édom, puisqu'on ne les laisse pas pénétrer. De fait, comment se fait-il que lors du premier épisode, Moshe Rabbeinu ne soit pas puni? La deuxième fois, il l'est. Alors évidemment, lorsqu'on étudie les deux textes, on trouve ce que l'on appelle de micro-informations, ce qui semble n'être que des détails, mais qui attestent qu'il y a des petites choses qui ne se passent pas de la même façon. Pour ne pas me perdre dans ces détails, je voudrais relever une différence principale. La première fois, Myriam accompagne Moshe Rabbeinu. Les trois prophètes travaillent toujours ensemble. La deuxième fois, Myriam vient de mourir et Aaron va mourir juste après. Donc on est dans une période de perte, une période de deuil. Pour comprendre en quoi l'absence de Myriam peut conduire Moshe non pas à commettre une faute ostensiblement, volontairement, consciemment, mais mettre Israël en situation difficile. Parce qu'il ne prend pas en compte un élément qui est tellement récent et accablant pour lui, la perte de sa sœur qui est aussi une prophétesse. Je rappelle la dimension prophétique de chacun de ces trois prophètes, qui n'est pas la même d'un homme ou d'une personne à l'autre. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui fait descendre la Torah du Sinaï vers le peuple. Aaron, son frère aîné, est celui qui fait monter le peuple, non pas sur le sommet de la montagne, mais qui l'élève, c'est-à-dire qui le dirige vers la montagne du Sinaï, de sorte que ce peuple soit apaisé, que ce peuple fasse corps ensemble. Parce que lorsque Moshe Rabbeinu va se retrouver devant le peuple, les 70 anciens, et après eux le peuple, pour enseigner cette Torah, il est évident qu'il est dans la même situation qu'un maître de classe, sauf qu'il a beaucoup plus de monde devant lui. Un maître de classe qui se retrouve dans une salle où les élèves se querellent ne peut pas enseigner. Serait-il le meilleur pédagogue et le plus savant et le plus intelligent? Ça ne passera pas. Ce n'est pas possible. Nous savons que les Kohanim, et Aaron d'abord en premier, sont des hommes qui aiment la paix et qui la recherchent. Et que de ce fait, la fonction de Aaron, pas seulement, mais notamment, est de favoriser cette conciliation, cette unité, l'apaisement dans la collectivité qui fera que ce peuple, en paix avec lui-même, sera à même d'écouter, de prendre en considération la parole divine et de la travailler. C'est en ce sens que l'on dit qu'Aaron élève le peuple vers la parole de Moshe, et Moshe fait descendre cette parole d'Hachem du sommet du Sinaï jusque vers ce peuple. Perspective inversée. Myriam, c'est un petit peu plus compliqué. Myriam apparaît comme prophétesse dans le texte de Shemot au moment de l'épisode du miracle de la mer Rouge.
lorsqu'elle chante avec les femmes, et il y a un commentaire de Rachi qui est très connu. Pourquoi était-elle prophétesse? Pour 2 raisons. La première, parce qu'elle avait prophétisé, non, avec sa mère, elle était l'une des 2 sages-femmes qui avaient, je dirais, troublé le jeu des Égyptiens en laissant entendre que les femmes hébreux accouchaient dans d'autres conditions et plus vite que les autres femmes. Ce qui fait que lorsqu'elles arrivaient pour récupérer les garçons et pour les sacrifier, comme l'Égypte le demandait, elles arrivaient trop tard, ce qui leur a permis, par ce mensonge de bonne loi, de sauver beaucoup de petits garçons qui auraient dû mourir. À ce titre-là, elle est prophétesse parce qu'elle a rendu possible une chose qui n'aurait pas été possible, ou qui n'aurait pas existé, ou qui n'aurait pas des êtres qui n'auraient pas survécu. Et puis, enseigne Rachi, la deuxième composante, c'est que du fait qu'on tuait les petits garçons, les enfants mâles comme on dit, les couples sous la conduite des parents de Aaron et de Myriam n'avaient plus de vie conjugale parce qu'ils craignaient de donner naissance à des enfants, et particulièrement à des garçons, une fois sur 2, et de fait, plutôt que de voir des petits garçons être assassinés, ils préféraient ne plus avoir d'enfants. Et Myriam a prophétisé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a dit à ses parents que non seulement s'ils reprenaient leur vie conjugale et à la suite de cet engagement, les autres familles suivraient, alors il y aurait encore des enfants, il y aurait encore un enfant, qui plus est serait un garçon, mais que ce garçon jouerait un rôle tout particulier, celui que nous connaissons, pour l'ensemble du peuple d'Israël. Elle a rendu possible non seulement la survie, mais aussi la conception et la naissance de Moshe Rabbeinu. De fait, au travers de ces 2 exemples que donne Rachi, nous retrouvons une personnalité, celle de Myriam, qui est très attachée à la vie, à la survie, à l'acte de naissance des petits-enfants. Et lorsqu'on ouvre notamment le Midrash Agadol, on se rend compte que Myriam est très associée aux petits-enfants. C'est-à-dire que l'image de Myriam, elle est très généreuse, la personnalité de Myriam est très aimée des enfants, parce que quelqu'un qui a un tel mérite auprès de cette tranche d'âge qui lui doivent beaucoup est aimé en retour. Et quelqu'un qui fait du bien aux enfants, et nous venons d'en décrire quelques modalités, est quelqu'un sur lequel on peut compter. Je veux dire par là, quelqu'un qui est aimé des enfants ne peut pas être une mauvaise personne. J'entends aimer de manière saine et droite. Ne peut pas ne pas être une bonne personne. Et à ce titre-là, savoir parler à des enfants, c'est savoir parler simplement. Simplement ne veut pas dire simplistement. Simplement veut dire avoir une parole à hauteur de la capacité. C'est beaucoup plus difficile de parler à des enfants qu'à des adultes, parce il faut dire des choses vraies, des choses profondes, mais dans un langage simple. Et d'une certaine façon, ces exigences sont celles dont on a besoin dans la vie, aussi avec des adultes, pour transmettre des choses difficiles, mais dans un langage simple, sans faux fuyant et sans s'en réfugier. Vous ne pouvez pas comprendre, vous comprendrez plus tard. Sauf que lorsqu'on le répète 2 fois, les gens n'ont plus aucun intérêt à ce que vous dites et finissent par oublier de vous poser les questions par la suite. Ils n'en poseront plus. De fait, Myriam savait parler à cette bonne hauteur, à cette juste capacité d'entendement, non seulement des enfants, mais aussi des adultes. Vous me direz, pour en arriver à quoi tous ces relevés que fait le Midrash? Pour arriver à une chose très simple, c'est lorsque la première fois, et je terminerai là-dessus, la première fois, lorsque dans Béchalar, donc après le passage après le miracle de la mer Rouge, Myriam était présente à côté de Moshe Rabbeinu, qui a fait un vrai miracle. Faire sortir de l'eau du rocher, on n'a jamais vu ça. Mais attention, Myriam jouait son rôle, c'est-à-dire qu'elle racontait le miracle. Elle, elle le racontait dans un langage tel que chacun savait qu'il n'était pas un acte magique de Moshe Rabbeinu, mais que cet acte s'inscrivait
dans une relation que Moshe entretenait avec Akadosh Baruch Hu, que cet acte était porteur, je dirais, à la fois d'intelligence, d'humilité de la part de Moshe Rabbeinu, qui était le plus humble de ces hommes, et qu'en aucune mesure, Moshe Rabbeinu, du fait de son humilité, ne pouvait être considéré comme un magicien. Un magicien, c'est quelqu'un sur lequel on s'appuie, mais non seulement on s'appuie, mais on délègue. On lui demande de résoudre tous nos problèmes parce qu'il a la clé magique de tous nos problèmes. Cela, Myriam, par sa manière de parler et du fait que sa qualité de prophétesse favorisait précisément, je dirais, savoir parler aux gens de sorte qu'ils ne succombent pas à la pensée magique et qu'ils ne divinisent pas Moshe Rabbeinu, parce que le diviniser, c'est le plus sûr moyen pour le peuple de se déresponsabiliser et d'être découragé dès l'instant où Moshe n'est plus là. C'est ce qui s'est d'abord passé une première fois au moment du veau d'or, mais pas seulement. Autrement dit, si je devais relier cet enseignement à celui que nous avons tout à l'heure délivré au sujet du roc après l'épisode de Korah, Myriam empêchait le peuple de tomber ou de succomber à la tentation de voir en Moshe Rabbeinu non seulement un magicien, mais un homme qui, en faisant des miracles, est capable de produire des choses inimaginables tout de suite et parfaitement. Autrement dit, dispenser le peuple de l'effort et du mérite qui s'attache à l'effort, qui seul justifie cette marche ensemble vers la terre d'Israël. Il ne faut pas seulement la conquérir par le mérite de nos efforts, il faut en faire quelque chose de cette terre. Et ça, Israël aura beaucoup de mal à le comprendre et à l'assumer. Et je ne peux pas oublier que dans la parashat Chokat, lorsque Moshe Rabbeinu frappe pour la deuxième fois le rocher, Myriam vient de mourir. Et de ce fait, le travail, j'allais presque dire le travail thérapeutique, pédagogique, spirituel, que Myriam accomplissait aux côtés de Moshe pour empêcher le peuple de voir en Moshe un magicien, quelqu'un qui peut tout de suite, et qui sait tout immédiatement, donc sans lequel on ne peut pas vivre, et sans lequel on ne peut pas réussir, Myriam n'est plus là. Et le risque, et c'est sans doute une des raisons qui font que la tradition du Midrash va souvent considérer l'impossibilité pour Moshe Rabbeinu d'entrer en Eretz Israël du fait qu'il a frappé le rocher, la deuxième fois dans Chokat. Parce qu'il faut comprendre qu'un Moshe Rabbeinu qui entrerait à la tête d'un peuple, qui voit en Moshe non seulement quelqu'un qui fait sortir de l'eau du rocher, mais un magicien, c'est-à-dire quelqu'un qui peut faire tomber toutes les difficultés devant soi, est un peuple qui est très mal parti dans son histoire et qui dévoie complètement le projet divin. C'est la raison pour laquelle, pour que Moshe ne soit pas, ce n'était pas sa volonté, il n'en avait pas eu conscience, le deuil était trop récent, remplacer Myriam, il n'y en a pas deux Myriam. Donc il va falloir compenser comme on peut pour essayer de prévenir ce que Myriam tentait de prévenir ou de défaire. Et l'histoire de Moshe s'arrêtera à la frontière, nous le savons, il ne traversera pas le Jourdain à cause de cela. Voilà pour aujourd'hui, pour ne pas transgresser plus que de mesure les règles de la demi-heure, même si celle-ci fut un tout petit peu plus longue. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite un bon été, et puis je voudrais remercier Marc et les organisateurs de cette soirée de m'y avoir invité et de me permettre de partager ce moment de Torah avec vous. Merci beaucoup, Avec Gilles. et réussite. Bon été. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur le rabbin. Merci beaucoup. Shabbat shalom et bon été. Shalom, bon été, et ceux qui prennent des vacances, bonnes vacances
et en bonne santé surtout. Merci, M. le rabbin. Bonnes vacances. Au revoir. Shabbat shalom.